Bonjour et bienvenue sur ce vidéo chat Sage, une émission en direct pendant 1 heure où nous répondrons à vos questions. Les technologies TCP, IP et XML arrivent sur le secteur des échanges financiers dématérialisés et avec elles, de nouveaux services s'offrent aux utilisateurs. Elles sont portées par le protocole EBIX, elles reposent sur des formats ouverts et standards. Et ces innovations apportent de nouvelles pratiques dans les services financiers de l'entreprise ainsi qu'une plus grande sécurité. C'est le cas notamment de la signature électronique ou EBIX-TS. Alors qu'est-ce que la signature électronique? Comment s'en sert-on? Et quels sont les nouveaux usages qu'elle permet? Pour résumer, comment profiter pleinement de sa migration à EBIX? C'est ce que je vous propose de traiter aujourd'hui lors de ce vidéo chat. Et c'est une émission en direct durant laquelle les deux invités autour de cette table vont répondre à vos questions. J'accueille donc José Texera. Bonjour José. Bonjour. Vous êtes chef de marché senior chez Sage, division moyennes et grandes entreprises. Et Thibaut Deval-Roger. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexandre. Vous êtes directeur marketing et business development chez Connectis, je vais y arriver. Pour poser vos questions, vous qui nous regardez, c'est très simple. Il suffit d'utiliser l'interface de chat qui se situe juste sous cet écran vidéo. Vous saisissez la question et dès que nous la recevons, nous y répondons. Et justement, le temps de recevoir vos premières questions, nous allons revoir nos fondamentaux sur la signature électronique. José, la Banque Centrale Européenne veut favoriser la confiance sur le marché commun. Elle a émis une recommandation récemment sur la sécurisation des virements. Et ça, c'est un coup de pouce justement pour la signature électronique. Absolument. En fait, on est dans ce qu'on appelle l'espace unique de paiement, le SEPA. Et pour que ce projet soit une réussite, on sait qu'il faut que la confiance soit absolue par les consommateurs, par les entreprises. Et pour ça, la Banque centrale a fait une recommandation de mise en place de tout ce qui permet d'accentuer la sécurité, que ce soit authentification et signature électronique dans le monde des paiements, à l'ensemble des banques. Alors, elle recommande que l'ensemble des banques, avant fin 2012, aient mis en place tous ces mécanismes. Donc, pour l'instant, c'est une recommandation avant que ce soit une directive européenne. Justement, dans le cadre de la migration au SEPA, sujet dont on a déjà beaucoup parlé, et de la migration des TBAC vers EBIX, EBIX-TS, c'est la version qui permet la signature électronique. Elle a du succès, ça prend? Absolument, absolument. Alors, il faut rappeler que la signature électronique permet d'éliminer le fax, c'est déjà un grand pas dans ce qu'on appelle l'automatisation, et elle instaure cette sécurité. Donc, on a plus de clients EBIX-TS que TBAC5. Donc, TBAC5 qui était la norme précédente sur les réseaux X25 de sécurité. Donc, on voit qu'il y a une progression de cette signature électronique et des mécanismes de sécurisation au sein des entreprises. Donc, puisque c'est un gage aussi de rationalisation, de productivité, et ça permet de mettre en place, en tout cas, des processus métiers plus aboutis. Et plus il y a d'utilisateurs, plus ça devient intéressant de soi-même y passer. Absolument. Voilà. On va traiter de plein de sujets autour de la signature électronique, puisqu'il y a des sujets connexes, mais pour rappeler d'abord brièvement le fonctionnement dans le domaine financier, la signature électronique, ça marche comment et ça concerne qui dans l'entreprise ? Ça concerne ce qu'on appelle les délégataires ou les signataires. Donc tous ceux qui ont des droits sur les comptes bancaires et qui doivent signer pour tout ce qui concerne les paiements. Donc directeurs financiers, trésoriers groupe, comptables, tous ceux qui ont des droits et qui ont cette délégation de signature auprès des banques. Concrètement, à la campagne on va prendre la paye, qui est un élément sensible à la fin du mois. Donc vous avez le directeur financier ou le trésorier, quelquefois directement le patron d'une petite PME qui va signer son fax et le transmettre pour confirmer le paiement qu'elle a émis à la banque. Donc là, plus besoin de fax. Grâce à la signature électronique, tout va se faire d'une manière automatique. Automatique, c'est la dématérialisation et Absolument. Surtout plus rapide. Oui. C'est un gain de temps et une rationalisation. Donc, absolument. Plein de processus métiers. Thibaut, on parle ici des échanges avec la banque ou autour des échanges financiers. Ça, c'est une première sphère d'usage, mais il en existe d'autres. Notamment le cas de la relation avec l'administration. Et d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité puisque la signature électronique est devenue obligatoire dans les procédures d'appel d'offres en France depuis le 1er octobre dernier. C'est ça. Donc, il y a eu un arrêté du 15 juin 2012 qui rend obligatoire l'usage de la signature électronique
quand on remet une offre à un marché public de manière dématérialisée. Et cet arrêté est rentré en vigueur donc le 1er octobre. Ça veut dire que depuis le 1er octobre, quand on soumet de manière électronique auprès d'une collectivité ou d'une administration, eh bien, on doit utiliser la signature électronique. Et ce qu'a apporté aussi cet arrêté, c'est que c'était déjà possible avant, mais les entreprises parfois éprouvaient des difficultés du fait que les pratiques étaient un petit peu hétérogènes d'une plateforme à l'autre. Et là, la volonté, déjà au niveau français, c'est d'harmoniser complètement les outils pour que ce soit très simple et qu'il n'y ait pas de frein à l'usage. Il faut savoir qu'au niveau européen, mais on en reparlera tout à l'heure, on est tout à fait sur la même volonté en fait, d'harmoniser les outils pour qu'il n'y ait pas du tout de frein pour les entreprises à soumettre. Et de fait, c'est vraiment, ça permet donc aux entreprises de gagner du temps en fait, dans la soumission de dossiers qui, par exemple dans le BTP, peuvent être volumineux, peuvent être difficiles à transmettre à temps. Et donc les plateformes, pourvu qu'elles soient ergonomiques, vont apporter cette possibilité d'immédiateté, de ne pas avoir à se déplacer. Donc ça concerne quand même pas mal d'utilisateurs en France, des gens qui ont relation avec l'État pour justement répondre aux appels d'offres. Bruxelles pousse également à la dématérialisation de la facture et là aussi la signature électronique, c'est bien utile. Bien entendu. Alors dans le B2B, évidemment, la facture, c'est très important pour pouvoir récupérer la TVA. Donc vis-à-vis de l'administration fiscale, ce qui est important dans tout l'espace européen, c'est l'intégrité, c'est-à-dire le fait de pouvoir démontrer que la facture n'a pas été modifiée, trafiquée. Et puis l'authenticité, c'est-à-dire prouver de l'origine, qui a émis cette facture. Donc la signature électronique est un des deux moyens qui sont offerts aux entreprises pour gérer la facture de manière électronique. Il y a aussi l'EDI. Mais donc la facture électronique, il y a une directive européenne qui va rentrer en vigueur en France, qui va être transposée en France donc, dès janvier 2013 et qui donne un cadre d'interopérabilité à la facture électronique au niveau de toute l'Europe. Donc ça aussi, c'est une grande avancée pour la signature électronique et puis surtout pour les entreprises qui vont pouvoir gérer ça de manière beaucoup plus simple. Donc on comprend, on encadre, on commence à bien encadrer ça au niveau européen déjà, et puis la France va suivre évidemment. On va voir une slide d'ailleurs sur justement les usages et les modes de consommation un petit peu de la signature électronique. Donc cette slide qui donne les 3 sphères d'usage. On a parlé des services financiers, on parle en ce moment des relations à l'État ou à l'administration. Et d'ailleurs, la signature électronique, elle permet aussi d'accéder à certains services de l'État. Oui, tout à fait. Alors, pareil, je vais vous donner un exemple, c'est toujours ce qui est le plus parlant. Très récemment, donc l'Agence des services de paiement, qui est une entité du ministère des Finances qui attribue les aides à l'emploi, notamment pour les PME, a mis en place un portail qui permet aux bénéficiaires de ces aides à l'emploi de faire les demandes. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de paperasse, on va sur ce portail, on fait sa demande et on utilise évidemment la signature électronique pour qu'il y ait traçabilité en fait, de l'échange. Voilà, donc c'est complètement dématérialisé et ça se fait également à l'aide de la signature électronique. Et c'est le même outil qui peut servir à la fois pour les marchés publics, pour la sécurisation des paiements dont a parlé José tout à l'heure. Le même outil pour tout. Signature électronique et identité numérique, on va le voir tout à l'heure, sont des concepts très liés, très proches. Oui, dernière sphère d'usage, B2B to B2B, on va dire, donc dans les échanges entre entreprises. Pardon. Bien sûr. Donc, de même qu'on signe un contrat de manière manuscrite, eh bien, en électronique, on peut le signer également avec, toujours pareil, le même outil qui va servir aux 2 parties ou aux N parties, s'il y a plus de 2 signataires, à signer le contrat, qui peut être un document PDF par exemple, et ce donc sans avoir à faire circuler de manière postale le document avec les temps d'acheminement. Donc ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, au niveau européen, il y a une directive qui encadre la signature électronique, donc il y a reconnaissance au niveau européen. Et en 2014, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, il va y avoir un règlement européen, donc plus fort qu'une directive, puisqu'il a pour objectif,
encore une fois, de lever les freins d'interopérabilité qui ont pu exister aujourd'hui dans certains cas, et donc de mettre en place une législation qui s'impose à tous d'un point de vue norme, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion d'interprétation et que les entreprises puissent, sans se poser de questions, utiliser leur signature électronique pour s'échanger des contrats d'un pays à l'autre. Voilà, une volonté d'harmonisation très forte. Si je résume, Thibaut, prenons le cas d'une petite PME, d'une PME, pardon. Pour elle, la signature électronique va servir finalement de nombreux processus et souvent avec les mêmes acteurs dans l'entreprise. Oui, tout à fait, hein, puisque si on pense par exemple au comptable ou au trésorier, c'est lui qui va faire les déclarations fiscales, les déclarations sociales, c'est lui qui va faire les virements, c'est peut-être lui qui va transmettre les offres dans le cadre d'un marché public, en tant que délégataire ayant le droit de signer une offre. Voilà, donc effectivement, hein, dans la PME, ça a particulièrement de l'intérêt d'avoir un même outil pour beaucoup d'usages. Très bien. Arrêtons-nous un instant sur la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on obtient d'abord justement sa signature électronique? Comment ça se... Alors la signature électronique, bon, déjà comment ça se présente? J'ai ici une petite clé, hein, ça se présente sous la forme d'une clé USB qui en réalité contient une puce électronique protégée par un code PIN, un petit peu comme votre carte bancaire. Cette clé, cette puce électronique est personnelle. Donc, il est très important pour que la signature électronique ait de la valeur qu'on soit sûr qu'on la remet à la bonne personne, celui qui va être le signataire. En général, elle est valable 2 ou 3 ans. Donc, on s'adresse en fait à ce qu'on appelle une autorité d'enregistrement qui vérifie en fait l'identité du signataire, éventuellement, le cas échéant, ses pièces justificatives, et qui va remettre en face à face cet objet personnel qui va devenir le sésame de signature de l'utilisateur. C'est le processus qu'on voit sur cette slide, assez bien décrit. José, question à l'éditeur un petit peu, est-ce qu'il y a des choses à changer dans son système? Est-ce qu'il y a des modifications à opérer? Alors, bon, la seule modification, c'est d'avoir effectivement ce module de signature électronique. Donc, il y a cette partie installation. En dehors de la partie administration dont a parlé Thibaut, c'est-à-dire que je vais signer un nouveau contrat, enfin un contrat ou un amendement au contrat avec ma banque pour déclarer les signataires, puisque ce sont des personnes physiques et morales, avec les seuils, les limites. Donc une fois que l'on a fait ça, donc la difficulté c'est de définir son schéma de signature au sein de l'entreprise. Alors si on est une petite PME, c'est assez rapide, il y a peut-être 1 ou 2 personnes. Si on a un grand groupe, on peut avoir beaucoup de délégataires, de signataires, donc il faut définir les processus. Ce qui est plus compliqué, c'est l'analyse en préalable. Après derrière, il n'y a pas de changement au niveau du back-office, c'est vraiment au niveau de l'application de signature on va définir les règles. Donc ça oblige à cartographier un petit peu ces workflows, ces processus, ces règles qui concernent des usagers et des cas d'usage, on va dire. Absolument, absolument. Donc, et puis, sur chacun des types de transactions ou types de flux, parce qu'on peut avoir des règles différentes, si c'est des salaires, des virements fournisseurs, des virements de trésorerie, on va définir les personnes et les seuils, les limites et les types de règles. Voilà. Venons-en maintenant au côté pratico-pratique. Comment ça s'utilise au quotidien, la signature électronique? Vous nous avez montré notamment le token, la clé USB. J'imagine que voilà, c'est l'objet qu'il faut garder un petit peu sur soi. Alors, il y a une petite installation, comme l'a dit José, ce qu'on appelle un driver, en fait, qui permet à l'ordinateur sur lequel on est de dialoguer avec la clé. Mais une fois qu'on a fait cette installation, c'est assez simple. Prenons l'exemple de la signature d'un contrat ou d'un virement. L'application va présenter un document à l'utilisateur et lui proposer de signer. À ce moment-là, il va lui être proposé d'insérer, si c'est une clé USB, sa clé USB dans le port USB de l'ordinateur. On va prompter la demande du code PIN, donc que l'utilisateur va saisir et qu'il est le seul à connaître, ce qui fait que c'est sa signature. Et ensuite de cela, une empreinte du document est réalisée, va être encryptée par la clé, et à l'aide de ça, on a la garantie que le document ne peut plus être modifié et qu'il a été signé par la personne
dont le nom, dont les coordonnées sont portées dans cette clé USB. Le document, une fois signé, peut être véhiculé n'importe où puisqu'il est intègre, il ne peut plus être modifié. Et le serveur, notamment, va pouvoir vérifier en temps réel la validité de la signature, ce qu'on ne fait pas dans le monde papier en réalité. Donc c'est beaucoup plus sûr. On ne va pas faire une analyse graphologique à chaque fois que quelqu'un signe un document. En électronique, on peut le faire parce que c'est instantané. Il y a un enjeu de traçabilité qui est très fort. Il y a un enjeu de traçabilité qui est très fort. D'accord. Allez, un peu de challenge. On est en 2012. L'heure est au smartphone, aux apps, au travail en mobilité. Est-ce que la signature électronique est adaptée à cette situation ? Absolument. Donc, nous avons des offres qui permettent un multi-accès, puisqu'en fait, quand on parle de mobilité, on parle aussi de multi-accès. On avait déjà un accès en mobilité à travers le portail Internet, mais ça sous-entendait qu'on a son portable et qu'on le branche où on est en Wi-Fi, en réseau. Là, à partir d'un smartphone, on peut maintenant accéder aussi aux applications de signature électronique, ce qui fait qu'on est en totale mobilité. On voit bien que on parlait des PME, pour un patron de PME qui bouge beaucoup, ça lui permet aussi une meilleure réactivité de pouvoir valider des transferts de fonds le plus rapidement possible. Et pour les directeurs financiers qui passent d'une filiale à une autre, ça permet aussi une mobilité complète. On a parlé tout à l'heure des workflows, des règles qui peuvent être parfois quand même un peu complexes. La signature électronique en situation de mobilité ou avec les outils de mobilité, elle permet ça ? Absolument. En fait, la mobilité à travers un smartphone, c'est un accès. Par contre, les règles sont définies au niveau du serveur et sont valables quel que soit le type d'accès à l'application. Donc, ce qui veut dire que, comme la traçabilité, ce qui veut dire que l'on soit en mobilité totale à partir d'un smartphone ou via un desktop ou via un navigateur, on sera tracé, on aura tous les workflows s'appliqueront, tous les processus métiers s'appliqueront. Alors, il faut cartographier, on avait dit, les utilisateurs, les règles d'usage, les flux aussi. Et les types de flux. Les types de flux, oui. D'accord. Thibaut, j'ai envie de vous demander, un outil mobile, est-ce que ça permet un même niveau de certification Oui, en fait, ça se passe vraiment de la même manière, c'est-à-dire que vous avez typiquement, on a travaillé avec Sage sur les versions, par exemple pour BlackBerry et Android. La puce que je vous ai présentée tout à l'heure sur une clé USB est remplacée par une carte micro SD sécurisée dans lequel on retrouve l'identité numérique du signataire et sa clé de signature. Donc il suffit d'enficher en fait cette micro SD dans son terminal smartphone et à ce moment-là, on va avoir le document à signer, le contenu à signer qui va être affiché sur le terminal du smartphone. On va saisir son code PIN sur le clavier directement du terminal mobile. Et ensuite, ça se passe exactement de la même manière, envoyé au serveur et vérifié en temps réel. C'est une application spécifique, ça marche aussi avec un navigateur ? Alors, pour la partie smartphone, il y a une petite application spécifique, mais en fait qui est très légère, qu'on télécharge sur l'App Store, ou BlackBerry Store, ou sur Android, on l'installe, qui se connecte effectivement à un serveur qui va lui renvoyer des plages adaptées au mobile. Voilà. Très bien. Et tout est prévu. Tout est prévu. Bon, si on élargit un petit peu le sujet, finalement, la signature électronique, c'est une pratique d'avenir pour les entreprises, notamment les petites entreprises, mais les entreprises de toute taille. Et c'est bien le concept d'identité numérique qui est en train d'émerger et qui est en train de se manifester. Absolument. Absolument. La communauté européenne, il y a divers projets au niveau de la communauté européenne. On parlera tout à l'heure du projet d'identité numérique. L'idée, c'est que dans les différents domaines, que ce soit juridique, social, banque, finance, transport, on ait une identité numérique fiable, trustée, comme on dit, c'est-à-dire éliminer l'usurpation d'identité, qui est un des points aussi dans la cybercriminalité, notamment dans le monde des paiements. Et il y a des directives qui sont en train de se construire, des projets, et pour terminer certainement sur des règlements. Donc, comme le disait Thibaut, ça avance dans tous les domaines et ça deviendra le standard de toute façon, en tout cas en Europe. Les Américains ont un projet similaire.
Donc ça va même au-delà de la communauté européenne. Très bien, ça travaille. Thibaut, vous partagez cette conviction de l'importance de l'identité numérique. En fait, c'est une sorte de transposition de l'identité de la personne physique ou morale dans le monde physique, dans le monde du numérique, et c'est déterminant pour le futur. Complètement. Ce qui est très important, c'est que ça reste sur la base du volontariat pour les citoyens. Mais pour les entreprises, là où les enjeux financiers sont les plus importants, c'est très important de donner des règles qui sont claires et qui sont les mêmes pour tout le monde déjà au niveau de l'espace européen. Et c'est pour ça qu'on vit sous le régime aujourd'hui d'une directive depuis une dizaine d'années et que la Commission, qui estime qu'il faut que ça aille plus vite maintenant, a décidé de passer sous un régime de règlement. Donc vous connaissez la différence entre un règlement et une directive. Une directive, c'est transposé par chaque État membre, alors qu'un règlement, ça s'impose à tous. Et donc ce que dit le règlement, c'est que concernant l'identité numérique, chaque État membre va définir ses propres règles. Donc là, on reste sous un régime quand même de libre choix de chaque État membre. En revanche, concernant la signature électronique, puisque là, on est vraiment dans l'échange et dans la nécessité de reconnaissance entre le signataire et celui qui reçoit le document signé, on est vraiment sous un régime qui techniquement définit des standards au niveau d'un règlement qui vont donc être vraiment interopérables. Donc ça, c'est vraiment un plus qu'attend à la fois les utilisateurs, l'industrie, pour pouvoir avancer, puisqu'on avance très très bien au niveau français, mais dès lors qu'on sort des frontières, on avance, mais on a besoin d'aplanir cette petite difficulté de l'interopérabilité, et c'est ce que va nous apporter la Commission européenne, donc on en est très satisfait. José, d'ailleurs, vous représentez Sedge auprès de la Commission européenne. Oui, il y a un groupe qui s'appelle le SCCDIC qui est spécifiquement axé sur l'identité numérique, sur ces 6 domaines dont j'ai parlé. Et donc ce groupe, composé d'à peu près de 12 États au sein de la SE, enfin une douzaine, où on retrouve des universités, des grandes industries, un certain nombre de partenaires. L'idée est donc d'émettre des recommandations à but d'être transformé en directive, voire du réglementaire, autour du concept de l'identité numérique, avec un point d'or qui est la sécurité du citoyen. C'est-à-dire protéger le citoyen à la fois dans ses échanges avec l'administration, dans ses échanges avec les banques, dans ses échanges au niveau social. Donc c'est pour ça que différents domaines sont axés. Donc le SCCDIC travaille à ce cadre. Très bien. Bon, on a consacré déjà pas mal de temps à traiter de tous ces sujets. Il est maintenant temps justement de répondre à vos questions. On a déjà reçu quelques-unes. Eh bien, on va commencer tout de suite. Thierry nous demande si on peut gérer les processus métiers basés sur des règles, seuil, flux, justement, on en parlait, dans la signature électronique. Absolument. Donc, comme je l'ai dit, donc on va définir par type de flux. On peut sélectionner des comptes bancaires d'ailleurs, les seuils, les limites, les montants, des workflows, c'est-à-dire quel est le second signataire. Un exemple, je peux signer des flux, des virements domestiques ou vers les fournisseurs jusqu'à hauteur de 50 000 €. Au-delà, je dois être forcément contresigné par quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Ce type de règles, en fait, on peut tout gérer à partir de l'application. Le plus compliqué, c'est de cartographier justement tous ces flux. D'accord. Alors justement, une question un petit peu connexe, Thibaut, pour vous, sans doute. Je ne la retrouve plus. Oui, une signature peut-elle servir à plusieurs utilisateurs ? Alors là, il faut faire attention. Donc on a deux types de signatures. On a les signatures de personnes physiques et les signatures de personnes morales. La signature de personne physique, non, elle est personnelle. Donc elle sert à une personne. Et comme on l'a dit, en général, elle est protégée donc, par un code PIN que le signataire est seul à connaître. Donc là, c'est vraiment la signature personnelle. En revanche, ce qui existe également, et qui est d'ailleurs prévu d'être encadré également par le règlement européen, c'est la signature de personne morale, ce qui équivaut un peu au cachet de l'entreprise qu'on met sur un document. Et ça peut par exemple permettre de donner valeur probante à de la facture électronique dans le cas d'émissions en masse. On s'imagine bien que
France Télécom ou EDF, c'est pas le trésorier qui va signer à la main toutes les factures. Donc là, on est sur la signature de personnes morales, qui est en général activée au niveau d'un serveur. Et donc le signataire, c'est plus monsieur un tel de telle entreprise, c'est directement l'entreprise elle-même. Mais les deux cas sont possibles. Mais quand c'est de la signature de personnes physiques, c'est vraiment une seule personne qui doit l'utiliser. Très bien. N'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions. C'est maintenant que la session de chat à proprement parler commence. Donc il y a sous cet écran vidéo un champ à remplir. Il suffit de nous envoyer vos questions et on y répond immédiatement. Question pratique, que se passe-t-il en cas de perte ou de vol de la clé ? Alors, en cas de perte ou de vol de la clé, on le déclare en fait auprès de l'autorité d'enregistrement dont on a parlé. Donc c'est l'entité auprès de laquelle on a reçu la clé de signature. Alors c'est vrai qu'on a oublié de dire tout à l'heure un peu qui était cette autorité d'enregistrement. C'est typiquement, par exemple, dans le cas des échanges financiers, c'est les réseaux bancaires entreprises, qui distribuent ces fameux outils parce qu'ils ont la capacité de rencontrer leurs clients, de leur remettre en face à face la clé de signature. Et donc, on le déclare, et à ce moment-là, on est immédiatement mis dans une liste de révocation. Les applications, évidemment, toutes le font. Elles vérifient cette liste de révocation, et lorsque la clé de signature a été révoquée, elle n'est plus utilisable pour signer un virement ou pour signer un contrat. Ajoutons aussi que la clé est quand même protégée par un code PIN personnel, donc quelqu'un qui la trouverait par terre ou qui la volerait ne pourrait pas l'utiliser comme ça. Il faut, comme pour une carte bancaire, en fait c'est le même système, puisque dans la carte bancaire on peut faire opposition. On a exactement le même système dans la signature électronique. Et pour obtenir un nouveau token, une nouvelle... Alors en général, chez donc, l'autorité d'enregistrement vous propose immédiatement de vous réémettre une nouvelle clé qui est... vous n'avez pas besoin de refaire tout un dossier parce qu'en fait, on a déjà tous les éléments. On reste un petit peu sur le même ordre d'idée technologique, on va dire. Que se passe-t-il si je change d'ordinateur ? Alors, si on change d'ordinateur... c'est un device qui est mobile, bien entendu, on peut l'utiliser sur n'importe quel ordinateur. La seule chose, c'est que si on va sur un ordinateur où on n'a jamais utilisé sa signature électronique, il faut installer le petit driver qui permet de dialoguer, que l'ordinateur puisse dialoguer avec la clé. Mais en dehors de ça, après, à partir du moment où on est connecté à Internet, si c'est une application en ligne, il n'y a aucun souci, on peut l'utiliser. Et puis, évidemment, quand on est en mobilité, la question ne se pose pas. On utilise son smartphone. Voilà, le smartphone, on l'a dans la poche tous les jours. Mais ça revient aussi à la question du vol, puisqu'on vole. Alors c'est pareil, avec un smartphone, c'est la même chose. Si jamais on le perd, de même que sa clé USB, on le déclare à son... Alors ça peut se faire en ligne. Donc là, les pratiques varient, mais en général, c'est soit une hotline, soit en ligne. En fait, il faut bien distinguer l'outil, le certificat et l'usage qu'on en fait. Voilà. L'outil, finalement, n'est qu'une sorte de... Bien sûr. Mais il y a un service qui est adossé. Voilà. C'est pas simplement on remet une clé, puis après... on lâche le client dans la nature, c'est-à-dire. Il y a un service, toute la durée de vie, en général, c'est 2 ou 3 ans. On peut à tout moment déclarer qu'on a perdu sa clé. Et puis évidemment, quand on arrive à échéance, on peut le renouveler également pour une nouvelle durée de 2 ou 3 ans. Manon nous demande comment se passe la délégation de signature. Alors, ça revient, c'est les pouvoirs bancaires, ça revient à ce dont on parlait sur la cartographie. Donc, il faut que l'on recense toutes les personnes physiques, pour le coup, qui ont ces délégations de pouvoir sur les comptes bancaires. Donc en gros, qui a le droit de faire des mouvements sur ces comptes bancaires. Donc dans le cas de la signature électronique, on va parler de paiement, donc des transferts de fonds. Voilà. Donc c'est là où on va déclarer dans le produit l'ensemble des signataires, donc tous ceux qui ont ces délégations de pouvoir sur ces comptes bancaires dans le produit. D'ailleurs, je voulais juste dire par rapport aux révocations, ce qui est très important, c'est qu'effectivement les solutions, donc Sage a des solutions côté banque et côté entreprise. Donc côté banque, on contrôle ces listes de révocation pour être sûr que ce n'est pas un paiement issu avec un certificat volé.
Mais côté client aussi, on peut contrôler ces listes de révocation pour bloquer la signature au cas où il y a perte. Mais comme le disait Thibault, donc la clé est normalement protégée aussi par un code PIN qui fait que, à moins qu'on ait scotché sur la clé le code PIN, ce qui peut arriver des fois, et pas recommandé. C'est pas ce qu'on recommande. Et voilà, donc voilà, ça fait un niveau de sécurité en plus. Une question un petit peu connexe à la dédication de signature. On nous demande quid lorsqu'il y a en interne une règle de gestion qui oblige à avoir 2 signatures par ordre. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc première chose, on déclare tous ces signataires à la banque. Donc il y a un contrat à signer et on va déclarer sur les flux lorsqu'il y a une double signature. Donc dans le produit, on va définir une fois qu'on a déclaré à la banque tous ces signataires et qui signent, s'il y a justement des règles de double signature, on va le transposer côté produit et c'est dans le produit par flux. Et par seuil, on va indiquer si c'est signé en mode simple ou double ou contre-signé justement à partir d'un seuil ou d'un montant. Très bien. Comment utiliser le certificat de signature électronique lorsqu'on n'est pas sur son ordinateur habituel ? On revient au cas qu'on a cité juste avant. Voilà, c'est ça. C'est qu'on peut tout à fait le faire sur un autre ordinateur à condition donc d'installer ce petit driver. Le petit driver. C'est une opération qu'on peut télécharger en ligne d'ailleurs, en général. Le mieux étant quand même de recourir à l'application mobile qu'on a. C'est sûr que si on a des forts besoins de mobilité, il faut se poser la question, parce qu'on n'a pas toujours un ordinateur devant soi, où on n'a pas toujours la possibilité d'installer quelque chose dessus. Donc la mobilité, c'est quand même, pour les gens qui se déplacent beaucoup, la solution à regarder. Et on nous demande justement, Barthélémy nous demande si cela ne fonctionne que sur Android. Et BlackBerry. Là, il y a une question piège. Oui, on voit bien quelle est la marque ciblée. Alors, le problème avec l'iPhone, c'est... alors, il y a des prototypes, c'est qu'on ne met pas grand-chose à l'intérieur. Enfin, c'est un peu compliqué d'ouvrir un iPhone et de mettre une micro SD, pour ceux qui ont des iPhones. Donc... et quand on fait de la signature électronique, il faut un support physique. Oui. Donc je sais qu'il y a des prototypes, je sais que les gens travaillent dessus, mais pour l'instant, ce qu'on peut faire avec un iPhone, c'est ce qu'on appelle de la validation interne, mais pas encore de la signature électronique. En tout cas, rien qui puisse embarquer justement. En tout cas, pas avec un support physique qui donne effectivement dans le milieu entreprise la valeur légale requise aussi bien par les banques que par l'administration. Donc ça c'est pas encore disponible. Très bien. Question suivante. Alors on nous demande de synthétiser les contraintes et les avantages de la signature électronique. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du mode opératoire, mais si on devait en donner déjà peut-être les avantages, on a parlé aussi de la dématérialisation, mais il y en a certainement d'autres. Alors, prenons le cas, je sais que c'est une partie de notre audience notamment, et c'est là qu'on a relevé pas mal d'intérêt pour les petites et moyennes entreprises. Donc Thibault en a déjà parlé, c'est évidemment ce multi-usage, c'est déjà un gros avantage. Effectivement, l'élimination du fax permet de rationaliser tout ce qui est tâches manuelles. Si on élimine un certain nombre de tâches manuelles, on élimine aussi un certain nombre d'erreurs potentielles. Donc on accélère aussi en termes de disponibilité et accès à l'information. On a une information plus rapide et plus fiable. Voilà les grands points. Et puis on s'inscrit dans une mouvance, on l'a vu, européenne, dans laquelle le cadre va s'élargir de plus en plus. Tout à l'heure, on a parlé des contrats, on a parlé de la relation avec l'administration, mais même si on reprend le CEPA, alors évidemment, les virements, il y a dans le monde du prélèvement, par exemple, il y a ce qu'on appelle les mandats qui remplacent les autorisations de prélèvement. Pour l'instant, c'est du papier, mais il est évident que, parce que ça est obligatoirement signé, il est évident qu'on va aller vers cette signature électronique de plus en plus. Donc, on est dans un cadre européen, dans une mouvance, on élimine les tâches manuelles, on élimine les erreurs potentielles, on garantit avec de la traçabilité sur lequel, alors selon les applications, on peut en plus avoir de l'archive légale sur ces documents. Voilà, les contraintes, ce sont des contraintes matérielles et puis d'habitude. Voilà, je ne sais pas si Thibault... Ce sont des contraintes plus on va dire, de conduite du changement, humaine, on va dire. Humaine, oui. Je crois que
c'est pas une contrainte, mais la principale chose à laquelle il faut faire attention quand on passe à la signature électronique, c'est que on passe finalement dans un mode qui est le mode de demain, où on gère tout électronique, on gère plus de papier. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu finalement bicéphale, c'est-à-dire que les documents sont électroniques à la préparation, puis à un moment donné, on les imprime pour les envoyer. Et là, finalement, on doit garder les deux circuits, le circuit papier traditionnel et le circuit électronique. Donc la signature électronique, c'est passer plus de papier, enfin en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc je crois que le principal avantage, c'est aller plus vite. C'est-à-dire ne plus avoir les temps d'acheminement, les documents qui se perdent en route. La présence du signataire au bureau. Voilà, éventuellement. Donc aller plus vite, ça c'est vraiment important. Également, donc, rationaliser ces traitements, puisqu'on n'a plus à conserver d'archives papier dans lesquelles on ne sait pas aller rechercher facilement, etc. Ensuite, c'est également les coûts, parce que nous, les gens ne font pas forcément cette étude, mais nous, on a fait des études sur combien coûte, par exemple, la signature d'un contrat. Je ne sais pas si... Moi, je peux vous le dire, ça coûte... la signature d'un contrat B2B avec 2 signataires, ça coûte 6 € à l'entreprise par signataire, entre les temps d'acheminement, de processing, l'affranchissement, etc. Avec l'électronique, on est à moins d'1 €. Donc, on voit tout de suite que... alors, évidemment, si on signe... une trentaine de contrats par an, on se dit c'est pas très très grave. N'empêche qu'on va plus vite et que de toute façon, il va y avoir une pression entre guillemets très forte pour aller dans ce sens-là, parce que les gros acteurs, eux, ils ont besoin en fait aussi d'améliorer leur process pour rendre un meilleur service. Et donc l'électronique, c'est la voie de demain, il faut s'y mettre... On tend vers une masse critique d'utilisateurs qui de toute façon va mettre la pression sur ceux sur les autres. Exactement. Mais pour leur bien, je pense. Oui. Tout le monde parlons un petit peu workflow, on continue, on nous demande comment sont prévenus les utilisateurs qu'un virement a atteint leur niveau dans le workflow. Alors, dans les applications, il y a un mécanique, on peut se baser sur une mécanique simple de notification email. Je donne un exemple, par exemple. Alors, imaginons une campagne de règlement issue du système comptable. Dès que ça arrive dans l'application, il y a un premier email qui peut être envoyé au premier signataire. À l'intérieur de l'email, donc on peut attacher la pièce jointe ou pas, qui est le paiement. Il y a le lien URL de l'application. Donc le signataire clique, se retrouve sur le poste de signature et il va signer. Voilà un workflow. Donc part de la notification email, ce qui est pratiquement le plus simple, c'est-à-dire, et donc dès que le premier a signé, ça passe au second, ainsi de suite. Et alors justement, il y avait un deuxième scénario peut-être ? Oui, on a alors il y a plusieurs applications chez Sage. Selon les applications, il y a la possibilité d'avoir du SMS et de la voix, mais bon, là, on voit bien que... Alors, il y a un aspect marketing. C'est vrai que ça peut être intéressant de recevoir un coup de téléphone ou un SMS, mais on voit qu'en règle générale, le taux d'usage, c'est plutôt la messagerie. Voilà, plus réaliste, on va dire. Ouais. Et on nous demande justement, dans le cas de la signature en situation de mobilité, si on ne sait pas si le signataire est présent ou pas, est-ce que la demande le suit sur son device, on va dire? Est-ce que il est prévu justement de... alors ça rejoint, j'imagine, la question de la notification, mais... Voilà, absolument. Donc à partir du moment, puisqu'en fait, quand on a un smartphone, en général, on est... là, je ne sais pas si c'est une grande avancée, mais on est constamment connecté. Donc on reçoit à ces mails. Ouais. Et donc effectivement, on est notifié par la messagerie, enfin que ce soit son BlackBerry ou son Android. C'est pour ça que j'ai parlé de SMS aussi tout à l'heure, parce que c'est une autre possibilité. Mais globalement, on regarde constamment ces mails. Il n'y a qu'à regarder dans le métro. La plupart des gens sont... Il faut bien avoir sur son smartphone les mêmes mails que ceux qu'on reçoit. Oui, dans le monde professionnel, en règle générale, on est branché sur sa messagerie. J'ai vu une question. Y a-t-il obligatoirement concordance entre la délégation de signature papier et celle électronique? Est-ce que, j'imagine, il faut indiquer les mêmes signataires et les mêmes... Oui. Enfin, après, vous pouvez avoir plus de délégataires qui ont le droit de faire des opérations sur les comptes bancaires. Les signataires, c'est vraiment dans le cas du transfert de fonds, de virement et avec la signature. Mais
ces délégataires que vous avez déclarés aux banques sont les mêmes que vous allez déclarer. Vous en avez un peu moins, puisque vous avez plus de monde qui peuvent faire des opérations sur les comptes bancaires sans pour autant signer. Mais pour autant, ils se sont dans la liste. Ouais. Toute une série de questions. On va commencer sur l'harmonisation, justement, dont on parlait un petit peu. Alors déjà, excusez-moi, à l'échelle nationale, puisqu'on nous demande, si j'y arrive, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Autre question. Le système est-il techniquement harmonisé au niveau international, Thibault ? Alors, au niveau européen, on a vu que oui. Aujourd'hui, dans le cadre d'une directive, et demain, dans le cadre d'un règlement, ce qui sera encore plus fort. Mais nous, on a déjà des clients aujourd'hui qui échangent des contrats d'un pays à l'autre de l'Union européenne en utilisant la signature électronique, ce qu'on appelle qualifiée. Et ça, on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais c'est plus que ce sera plus confortable pour tout le monde quand il y aura un règlement et que les outils seront encore plus harmonisés qu'aujourd'hui. Au niveau, alors quand on dépasse l'Europe, alors comme l'a dit José, les anglo-saxons se sont dotés aussi d'un cadre juridique voilà, qui est à la limite peut-être un petit peu moins, où les normes techniques sont un petit peu moins fortes qu'en Europe. Donc, dans le sens, enfin, pour un acteur européen communiquer avec une entreprise aux États-Unis ou en Angleterre, ça ne pose aucun problème. On a aussi des travaux avec le Japon qui sont en cours, il faut le savoir, qui sont intéressés. C'est en dehors de la zone CEPA. Voilà. Mais les Japonais s'intéressent à et puis, alors, il se trouve que nous, on est, de par une autre partie de notre activité, très impliqués dans les systèmes de carte d'identité électronique, de passeport électronique. Et ce qu'on voit, c'est que dans le monde entier, on installe ces systèmes et que, en fait, dans toutes les régions du monde, on est en train de se doter de systèmes qui, à quelques virgules près, sont enfin de cadres systèmes techniques et juridiques qui sont très proches, en fait, de ce qu'on fait en Europe. Donc je crois qu'on peut dire que même si d'un point de vue stricto sensu juridique, c'est vraiment l'Europe qui a un cadre commun, la signature électronique elle est en train de se généraliser au monde entier, que ce soit pays développés ou pays émergents, à très grande vitesse. Donc que ce soit pour, on va dire, la signature électronique et la certification bancaire, ou les documents régaliens, comme vous venez de le dire, c'est le sens de l'histoire que d'avoir des oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans certains pays, c'est le gouvernement qui émettra en fait ces devices, tokens, des devices qui permettent de signer. Dans d'autres pays, ça pourra être des banques, ou dans d'autres pays, ça pourra être, je ne sais pas, un opérateur telco détenu par l'État ou pas. Donc le tout, c'est effectivement d'avoir une proximité avec les utilisateurs, soit entreprises, soit citoyens, parce qu'il faut, si on veut de la fiabilité, il faut remettre en face à face. Mais ça peut être fait, là l'organisation peut être... à partir du moment où les normes techniques sont les mêmes, après, la manière de s'organiser, ça peut être... Et donc, pour répondre à la question, les normes techniques sont en voie d'harmonisation. Au niveau européen, c'est clair. Au niveau européen. Et là, on passe à une question un petit peu pratique. Peut-on signer aussi des fichiers en EBIX vers d'autres pays comme l'Allemagne ? Oui, d'ailleurs, EBIX, à l'origine, était un protocole allemand. Donc, à l'heure actuelle, la signature électronique, en tout cas sur EBIX, vous avez un certain nombre de pays européens qui ont adopté cette norme. Donc, il y a la France, il y a l'Allemagne, le Portugal maintenant. En Espagne, il y a 2 banques. Il y a en Suisse, la Suisse aussi, évidemment, à travers UBS notamment. L'Autriche et un certain nombre de pays à l'Est. Donc on voit que là encore, la zone d'influence EBIX s'agrandit, donc la possibilité aussi de communiquer et de signer dans ce pays. Je voulais juste revenir aussi sur la partie normes techniques. Bien sûr, on parle d'EBIX. Il y a différents projets en Europe, notamment sur la base de ce qu'on appelle l'authentification, qui s'appuie évidemment sur les certificats, à travers des projets qu'on appelle STORC 2, qui s'appuient sur des standards techniques reconnus, puisque l'idée c'est d'utiliser des standards, donc on parle des standards X509 et autres. Voilà, donc ces projets-là au niveau européen.
Et on parlait des BICS en Europe, mais il faut savoir que le Maghreb, par exemple, on discute avec le Maghreb, il y a quelques banques qui commencent à s'intéresser, pas seulement parce qu'elles ont des relations avec des entreprises européennes, mais aussi ça permet, puisque pas mal de pays au Maghreb sont encore basés sur le réseau X25, donc cette évolution s'accompagne. La signature électronique, puisqu'il y a des premières autorités de certification, alors c'est souvent des organismes publics, soit la Poste ou autres, dans plusieurs pays au Maghreb, donc on voit bien vraiment que ça va bien au-delà. D'accord. Revenons un petit peu sur le territoire français, puisqu'on nous demande est-ce que l'ensemble des partenaires bancaires français sont prêts pour la signature électronique, la partie TS des BICS, vu les retards sur les parties SEPA, SDD, virement? Alors, officiellement, toutes les banques françaises supportent EBIX-TS. Après, vous pouvez avoir, notamment dans des banques dites à réseau ou régional, des disparités. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que telle grande banque ou telle grande caisse sur l'Île-de-France, l'Est, est prête que il a pu avoir, bien que ça tend à disparaître quand même, certaines caisses régionales dans des régions qui sont un peu en retard. Donc globalement, il y a encore quelques zones ou quelques banques qui sont un peu en retard, mais à la fin de cette année, ça devrait être complètement fini. Y a-t-il un certificat accepté par toutes les banques? Et il y a une autre question qui est un peu semblable, par toutes les banques européennes, je crois. Donc voilà, on nous demande s'il y a un certificat universel. Ce qu'on peut dire au niveau de l'Europe, c'est que la manière dont les institutions européennes vont s'y prendre pour favoriser cette interopérabilité, c'est que, mais d'ailleurs ils l'ont déjà fait, ils ont créé ce qu'ils appellent la Trust List, donc la TSL. C'est une liste en fait de toutes les autorités de certification qui sont déclarées par chaque État membre et qui sont donc doivent être reconnues en fait par les autres. Et ça, nous, enfin, Connectis, on fait partie de cette trust list, au même titre que d'autres autorités d'autres pays. Donc ça va devenir la base, en fait, de l'interopérabilité. C'est un référentiel, en fait, en Europe, de tous les certificats qui sont reconnus. Exactement. Donc le sous-ensemble français, on a pris le sous-ensemble français qui est utilisable pour les échanges avec l'administration ou les banques France à France. Et puis, chaque pays a fait la même chose et ça a donné une grande liste qui s'appelle la Trust List. Voilà. Donc, c'est par ce biais-là qu'on va avoir... Il n'y aura pas un certificat, il y en aura plusieurs. Voilà. Très bien. Et une autre question sur... Alors là, on revient sur les workflows. Le signataire voit-il le détail des virements ou seulement le total du lot de virements? Alors là, c'est une des règles partie de flux. Par exemple, dans le cas des salaires et des notes de frais, on peut cacher le détail. Voilà. On est assez sensible à ce genre de détails en France. Donc là, on peut voir que ce qu'on appelle l'en-tête et le bas-page, c'est-à-dire le montant total, sans pour autant voir le détail d'une note de frais ou le détail de tous les salaires. Ça, c'est partie de flux qu'on va pouvoir indiquer. C'est si oui ou non on affiche le détail des informations. Donc la réponse est oui, on peut gérer toute cette granularité. Ok. Justement, une question qui n'est pas tout à fait connexe, mais sur les informations qu'embarque la signature électronique. Est-ce que la signature électronique, outre la certification du signataire en lui-même, est-ce qu'elle emporte avec elle d'autres informations? J'imagine ça peut être la date de signature, des choses comme ça. Fait. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, donc il y a déjà les informations du signataire qui sont dans le certificat. Donc il y a en général à minima le nom, le prénom. Et dans le cas de l'usage entreprise, il y a en général également l'entreprise, le titre. Voilà, il peut y avoir d'autres informations, le numéro de sirène, etc., pour bien identifier également l'entreprise. Et évidemment, on rajoute la date certaine, par ce qu'on appelle un eurodatage électronique. Et puis, on peut rajouter des informations contextuelles comme le lieu, comme on le fait en fait dans le document, dans une signature papier. Et tout ça, si on signe par exemple un document PDF, ça va se retrouver dans le cartouche de signature. On va pouvoir, quand on clique dessus, avoir toutes ces informations
avec un très grand niveau de fiabilité, puisqu'elles sont scellées. C'est ça, en fait, le document et ces informations dont vous venez de parler sont inaltérables. Absolument inaltérables. Définitivement. Définitivement. D'accord. Alors, on nous demande, Kat qui nous dit qu'elle doit partir, mais qu'elle aimerait savoir si l'émission sera disponible en différé. Oui, bien sûr, sur le site sedge-événement.fr, il me semble. On en reparlera à la fin. Je retrouve une question. Excusez-moi. Voilà. Comment se gère, concernant les signatures, comment se gère l'absence d'une personne signataire dans l'entreprise quand elle est en maladie ou en congé? Alors, si vous avez déclaré des signataires à la banque, effectivement, si vous avez des flux qui doivent être signés par 2 personnes, il vaut mieux prévoir une personne de substitution, déclarer une personne. Sinon, là, effectivement, on est bloqué. Donc, il y a une organisation interne à prévoir, effectivement, et notamment les périodes de vacances, les absences doivent être anticipées, et donc avoir des signataires de backup, comme on dit, ou de repli à ce niveau-là. Après, dans les applications, parce qu'il y a plusieurs types d'applications, vous avez des applications dans lesquelles vous pouvez vous mettre en absence, et à ce moment-là, dans le workflow, il passe à un autre signataire. Pour peu que vous ayez déclaré assez de personnes. Évidemment, si vous avez déclaré que 2 signataires, il y en a une des 2, là vous êtes bloqué. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir prévu un certain nombre de signataires de backup. Et à ce moment-là, si on suit les procédures, donc dans certaines applications, on se déclare en absence et ça passe au second. Qui est-ce qui peut, alors ça c'est une question que je pose spontanément, qui est-ce qui peut accompagner sur justement la création de toutes ces règles et de ces workflows, des différentes situations? Parce que j'imagine que pour les petites et moyennes entreprises, c'est pas toujours évident de faire à la fois soit cette cartographie, soit on va dire cette gestion des règles. Est-ce que la banque aide un petit peu? Est-ce que... Oui, enfin, alors la banque, elle va poser forcément les questions. Elle va demander quels sont les signataires, quelles sont les limites et les seuils. Donc ça oblige de toute façon à un exercice de recenser toutes ces règles. Ensuite, soit on est dans une entreprise qui a l'habitude d'être accompagnée par des cabinets de conseil et à ce moment-là, elle peut faire appel à son cabinet habituel. Chez Sedge, nous avons aussi des consultants. Donc, qui accompagnent à l'installation, mais pas simplement. C'est-à-dire qu'on a aussi des consultants qui sont capables de faire ce type de mission, d'audit, et de définir la cartographie. Donc, quelquefois, on travaille aussi en liaison avec des cabinets de conseil de maîtrise d'ouvrage. Voilà, et moyennes ou grandes entreprises, c'est toujours intéressant de faire ça au moins une fois dans l'histoire de sa... Oui, parce que en fait, souvent, on s'aperçoit aussi qu'on a une cartographie qui est déjà ancienne et que quelquefois... Quand il y en a une, oui. Et puis, le fait de recenser ces flux, ce que l'on fait, on découvre aussi des fois des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça permet en tout cas de remettre à plat et de profiter de ce que la dématérialisation, de ce que la signature, de ce que ces nouvelles procédures apportent pour rationaliser ces flux. Donc, c'est toujours bien de faire, de toute façon, un bilan de ces flux et de la cartographie. On éclaircit, Absolument. On assainit le système. Oui. Très bien. Man nous demande où est stocké l'historique des transactions et comment peut-on y accéder? Alors, à quel niveau? Au niveau des applications. Donc, il y a une log, ce qu'on appelle une log, ou un historique. Alors là encore, chez Sedge, on a toute une série d'applications, mais je vais prendre en moyenne. Donc, on a un historique et une log qui stocke toutes les opérations qui ont été faites par les signataires. J'imagine qu'on peut filtrer par signataire. Après, on va rechercher. On peut même extraire les preuves, puisqu'en fait, quand on fait de la signature électronique, il y a une preuve électronique quand même qui est stockée avec l'information, puisque s'il y a un litige, il faut... alors c'est à la banque de démontrer, en extrayant les preuves, de démontrer la fraude ou non, ou l'absence de fichiers, parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'en règle générale, la banque va vous dire « j'ai pas reçu le fichier », vous allez dire
je vous ai émis le paiement, et donc il y a une preuve qui est stockée avec le fichier, donc on peut l'extraire pour prouver qu'on a bien émis et on a bien signé ce fichier. Voilà. D'accord. Et du côté de la banque, il y a aussi la même chose. Côté la même chose. Et en fait, après, on confronte les preuves pour être sûr qu'il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions qui nous parviennent. Il nous reste 2-3 minutes. On va peut-être synthétiser ce qu'on s'est dit, notamment sur cette importance de la création de la dématérialisation d'une part, mais aussi de la signature électronique et de la création de tous les process liés à la signature électronique dans l'entreprise, et notamment parce que ça ne concerne pas que les flux financiers. C'était bien ça le propos de cette émission, c'était de montrer que ça sert d'autres métiers et d'autres usages. On peut peut-être juste faire un petit reminder. En conclusion, je dirais donc à nos auditeurs que ce qu'on constate déjà sur le marché, c'est que les entreprises qui font le choix d'y aller, elles se montrent très satisfaites en fait, et elles voient des gains qu'elles n'avaient pas imaginés ou qu'elles n'avaient pas imaginés aussi importants dans la simplification. Donc ce n'est pas des outils complexes, c'est des outils aussi aujourd'hui qui sont très matures et qu'on peut utiliser de manière très simple, même pour des gens qui ne sont pas du tout techniciens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le côté application, le train est parti, et il est parti très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est très clair, c'est un levier de productivité, de compétitivité pour toute la zone euro, pour toute la zone européenne, d'être capable de dématérialiser au maximum les échanges, que ce soit pour l'administration ou que ce soit dans le business. Parce que quand l'Europe se mêle de la facture électronique ou des contrats, c'est bien par souci en fait de rendre plus efficace l'économie européenne. Donc le train est parti. Il faut s'y mettre parce que les outils sont là, sont simples. Il y a un écosystème donc d'éditeurs, d'industriels qui ont mis en place toute une offre cohérente, bien intégrée aujourd'hui. Donc il n'y a plus de raison de ne pas y aller. Très bien. José, un petit mot de la fin sur justement les usages, on va dire un peu étendus de la signature électronique. Donc absolument, enfin je suis tout à fait en phase avec ce que dit Thibault. À tel point, il faut rappeler, on a tous des adresses e-mail, 10 comptes, des avatars, Twitter, Facebook, transactions, PayPal et autres. Et donc, c'est un vrai problème qui a été pris à bras-le-corps par la Communauté européenne et il l'a mis dans ce qu'on appelle cette identité numérique, qui est de l'authentification, garantir la sécurité des citoyens. Et donc, on est bien dans un monde... D'ailleurs, au niveau de la Commission européenne, ils appellent ça l'agenda digital, l'économie numérique. On a basculé dans cette économie numérique et donc, forcément, c'est la base de la confiance va être cette sécurité, cette authentification, le fait de pouvoir signer électroniquement. Donc on est vraiment dans une mouvance à un train qui ne repartira pas en arrière. Donc il faut le prendre et profiter de ce que ça apporte à ce niveau-là. On cherche vraiment à transposer toutes les étapes de la certification et de l'authentification de la vie réelle dans le monde numérique. Absolument. Et il y a moyen de faire même beaucoup mieux, on l'a dit, de faire plus et d'être encore plus... plus vite, plus sûr. Plus vite et plus sûr que dans le monde physique finalement. Très bien, ce sera notre mot de la fin. Alors pour en savoir un petit peu plus, je vous propose d'appeler le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Pour Sedge, c'est le 0825 007 017, 0825 007 017. Et pour rentrer en contact avec Kenectis, le site tout simplement qui s'affiche www.kenectis.com/fr. Et si vous souhaitez retrouver toutes les réponses aux questions qui ont été posées, rien de mieux que de regarder à nouveau cette émission en différé dans quelques jours sur le site www.sedge-événement.fr. On vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir et bonne fin de journée.